Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Enjeux. Donc bienvenue à vous qui nous regardez en direct, que ce soit via les différents réseaux sociaux ou bien via nos différentes télévisions partenaires dans le monde entier. Et puis bienvenue également à tous ceux d'entre vous qui nous regarderont en replay. Alors ce soir, une question importante puisque c'est une question qui impacte chacun de nous. Faut-il augmenter les impôts? Faut-il réduire la dépense publique? Tout cela pour, peut-être un peu des deux d'ailleurs, tout cela pour équilibrer le budget de l'État et puis diminuer la dette dont on entend si souvent parler, dont vous entendez si souvent parler, et puis savoir concrètement en quoi cela va nous impacter, quelles en seront les conséquences sur la vie de nous tous. Donc c'est une question délicate à laquelle aujourd'hui vont répondre mes deux invités qui sont tous deux des spécialistes des questions économiques. Et je vous les présente immédiatement. Rémi Cardon, bonsoir à vous. Bonsoir. Et vraiment bienvenue sur le plateau de Place des Enjeux. Alors Rémi Cardon, vous êtes sénateur de la Somme. Vous êtes également secrétaire de la Commission des Affaires économiques au Sénat. Et puis vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Exactement. Alors bienvenue, c'est un grand plaisir vraiment de vous avoir à nos côtés ce soir. Plaisir partagé. Merci à vous. Et puis, grand plaisir également, puisqu'à vos côtés, c'est Pierre Morin qui est avec nous ce soir. Bonsoir Pierre Morin. Oui, bonsoir. Et donc Pierre Morin, vous-même, vous êtes le secrétaire national des centristes à l'économie et à l'emploi. Oui. Et puis, vous êtes également élu de Paris, dans le 9e arrondissement. Et vous faites partie du groupe Demain Paris. Et vous êtes également entrepreneur. Tout à fait. Voilà, on est ravis de vous avoir également ce soir. Donc, merci à vous deux. Donc, on va tout d'abord commencer par une petite vidéo explicative, puisqu'on va parler beaucoup de la dette. Donc, qu'est-ce que la dette finalement? Qu'est-ce que la dette? À quoi sert-elle? Pourquoi un État doit emprunter? Et à quoi sert la dette? Que finance-t-elle? Donc, je vous invite à le regarder en images et puis on se retrouve juste après. Alors Rémi Cardon, on a vu 82% des Français sont inquiets finalement par la question de la dette et estiment vraiment impérieux de la réduire. Alors on parlera plus avant dans l'émission des mesures concrètes que vous préconisez, mais ce que j'aimerais tout d'abord vous poser comme question, est-ce que les Français finalement n'ont pas peur de vivre une situation d'extrême austérité? Un peu comme on a connu en Grèce peut-être finalement. Bah oui, après il y a eu tellement de lynchage médiatique pour amener les Français sur un niveau d'anxiété là-dessus. Enfin, je veux dire, tout ça aussi est construit par une certaine concentration des médias, on va pas se leurrer. Et puis après, il y a aussi des responsables. C'est-à-dire que des fois, on nous demande, nous, à gauche, de résoudre cette problématique de cette dette, alors qu'elle remonte déjà sur un panel de 50 années. Voilà. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de résoudre le problème de la dette en une année. Par contre,
qu'on y travaille progressivement chaque année pour faire des efforts, à la fois sur une légère régulation des dépenses et bien évidemment réinstaller non pas des impôts supplémentaires, mais juste déjà les impôts qui ont été enlevés sous Emmanuel Macron pendant 7 ans. C'est 60 milliards d'euros. Voilà. Déjà, si on faisait ça, parce qu'en fait, c'est quoi Emmanuel Macron en 7 ans? C'est la capacité à vouloir réduire quelques impôts, bien sûr, avec un ciblage sur des personnes très 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 aisées au niveau de leur patrimoine, au niveau même des grandes entreprises également. Alors on parle pour notamment... Oui, pardon. Pour au final un résultat où on a 1000 milliards, c'est le chiffre clé d'Emmanuel Macron. Alors effectivement, il faut lui accorder 2 ans compliqués avec le virus de la Covid. Mais quand même. Oui, le quoi qu'il en coûte est passé par là, certes, mais aujourd'hui, oui, on paye. Et donc, pour quelqu'un qui est censé être le Mozart de la finance, on a en fait effectivement pas du tout d'accords musicaux adéquats, parce que le résultat est mauvais. Et le résultat est mauvais. Mais par contre, vous dites, il est quand même peut-être un peu moins grave qu'on ne le laisse entendre à longueur de journée via les médias. Oui, parce qu'on exagère là-dessus de manière conséquente. Des fois, il y a un principe de base, si on se compare, on se console. Mais si on regarde aussi d'autres pays, si on regarde les États-Unis, le Japon ou autres, ça peut aussi nous faire... on peut se dire, oui, effectivement, on joue pas dans la même strate par rapport à ces pays, certes. Mais d'un autre côté, on a aussi une richesse en France. C'est-à-dire, nous, on sait ce que ça vaut. Un impôt, c'est une contribution à la solidarité nationale pour que nos enfants aient un service public qui est l'école de qualité, pour que certaines personnes qui sont en difficulté au niveau de leur santé soient protégées, préservées par un système de santé digne de ce nom. Donc ça, c'est une richesse. Oui. C'est le partage d'une richesse. Maintenant, on a en France pas suffisamment partagé les richesses, et c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre entre effectivement les recettes et les dépenses. Et ça, force est de constater que ça s'est accéléré sous la présidence Macron, effectivement. Alors je vais demander son avis justement à Pierre Morin sur l'impact des différents gouvernements, des décisions des différents gouvernements Macron. Est-ce que finalement ça a amplifié cette dette? Est-ce que selon vous elle est, tout comme le disait Rémi Cardon, finalement pas si grave, ou est-ce que véritablement c'est une course en avant folle, telle qu'on nous le laisse entendre parfois? Moi, j'irai pas dans le discours de catastrophe pour l'instant, parce que je pense qu'on a encore 5-6 ans avant d'y arriver, en fait, à cette catastrophe. Si on continue comme ça, en fait. Voilà, mais est-ce qu'elle est évitable ou pas? C'est ça elle est évitable. Aujourd'hui, si on compare par rapport aux autres pays européens, on n'est pas bon. Mais on n'est pas encore les plus mauvais. On n'est pas encore à 130, 150%. Qui sont les plus mauvais au niveau européen? Vous avez la Grèce, ensuite vous avez l'Italie. Ensuite, la France et la Belgique sont à peu près au même niveau. Et puis ensuite, on a le Portugal et l'Espagne, qui eux se sont bien redressés. En fait, le Portugal et l'Espagne ont fait de vrais efforts. Comme par hasard. Avec un gouvernement socialiste qui a fait des réformes en fait intelligentes et qui n'a pas augmenté les impôts. La pression fiscale en fait en Espagne, elle n'est pas plus élevée qu'en France avec un gouvernement social-démocrate. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des gouvernements sociaux-démocrates en Europe qui sont sérieux en fait. En Allemagne aussi, on a des gens qui sont sérieux et qui n'augmentent pas trop les impôts. Donc aujourd'hui en fait, c'est pas encore la catastrophe, mais attention en fait, il faut tout le temps regarder un peu les différentiels de spread en fait entre la France, l'Allemagne, France, la Grèce. Et puis on n'emprunte pas au même taux aussi, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, c'est ça. Moi, quand je regarde en fait, Emmanuel Macron, il a eu raison d'abaisser certains impôts pour les remettre au niveau en fait des pays européens. Pas forcément en fait, vous voyez, si sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés il est à 25%, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on observe en Europe en fait. Si la flat tax elle est à 30%, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on observe en Europe. Donc là-dessus en fait, il n'a pas eu tort, et d'ailleurs
le rendement de l'impôt sur les sociétés a augmenté. Ça veut dire que les sociétés ont fait plus de bénéfices, ont payé davantage d'IS en fait. Donc je pense qu'aussi on n'est pas sur une île déserte. On est dans un espace économique intégré comme l'Europe. Et donc attention en fait, faut pas trop jouer en fait et dire à un moment donné on augmente. Non, si on augmente, on devient moins compétitif, on aura moins d'emplois, on aura moins d'investissements. Donc tout ça en fait, il faut le regarder. Là en fait où Emmanuel Macron n'a pas suffisamment bien travaillé avec son gouvernement, c'est sur l'efficacité de la dépense publique. Quand je vois les augmentations en fait sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle, il y a eu quand même des grosses dérives. Financer l'apprentissage, dépenser l'apprentissage 10 milliards de plus pour financer en fait 5. Je suis pas certain que ce soit très efficace parce que les Bac plus 5 en général, ils trouvent un travail en fait. Donc je pense que ça n'a pas été suffisamment bien piloté. Voilà, c'est un manque de pilotage. Les agents, bon après on pourra parler effectivement d'autres problèmes liés à l'efficacité de la dépense publique, oui. Mais c'est là-dessus en fait qu'il a pas bien travaillé en fait avec son gouvernement. D'accord, donc le bilan Macron effectivement est assez mitigé comme vous nous l'expliquiez à l'instant. Alors on parlait de la France par rapport aux autres pays. Alors j'ai eu, pendant que je préparais l'émission, j'ai eu une question d'un de nos fidèles téléspectateurs. Alors je vais peut-être vous la poser à vous, Pierre Morin. Donc on le salue, c'est Pierre de Boulogne qui peut-être nous regarde en cet instant. Et donc Pierre voulait savoir, par rapport donc au niveau mondial, quels sont les pays dans le monde qui n'ont pas de dette et quelles en sont les raisons? Est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas de dette dans le monde? Je crois que le ratio de dette publique sur PIB dans le monde, il doit être autour de 90%. Le ratio, en fait, en Europe, selon que vous êtes dans la zone euro ou pas, c'est entre 81 et 88%, en fait. Donc, globalement, il y a quand même, la plupart des pays ont des dettes, en fait. Oui. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a certains pays qui sont plus impactés que d'autres. Il y a des pays émergents comme l'Égypte, quand la dette augmente, là c'est la catastrophe en fait, parce que les taux d'intérêt augmentent et qu'il faut les aider en fait. L'Inde a un ratio qui doit pas être, qui doit être, il faudrait vérifier, mais autour de 80-90%. En fait, la Chine à 92%. La Chine, c'est beaucoup, en fait, subventionne massivement son économie depuis quelques années en fait. On l'a vu. Elle emprunte où la Chine d'ailleurs? À quel taux on sait? Alors je ne sais pas à quel taux elle emprunte, mais en tout cas elle s'est davantage endettée au cours de ces dernières années parce qu'elle subventionne massivement son économie. Et l'Europe a pas le choix en fait, même si on est un libéral comme moi, on n'a pas trop le choix en fait. À un moment donné, pour faire face à cette concurrence, on doit aussi subventionner certains secteurs d'activité pour ne pas perdre pied en fait. Tout à fait. D'ailleurs, Rémi Cardon, finalement, on le voyait dans la vidéo, la dette, c'est un levier financier essentiel pour financer un État. Bien sûr, et puis ça permet, alors en Europe, il y a eu le fameux pacte de stabilité que tout le monde connaît, qui a fait beaucoup de débats. Voilà, on va en parler justement, puisqu'il fixe des objectifs jusqu'à 2029. Exactement. Enfin, déjà pour 2025, et puis après, il y a des objectifs. Alors, du coup, les Français connaissent déficit public, dette publique, etc. Mais par le biais du pacte de stabilité, parce qu'ils ont entendu beaucoup de débats autour de ça, comme quoi il faut rentrer dans les cases, avec cette règle, avec ces 3 piliers, etc. etc. Bref. À la fin, on observe quand même que ça a été rarement respecté. Est-ce qu'il faudrait peut-être refonder et restructurer un peu en ayant des objectifs communs? Parce que c'est un peu ce que disait à l'instant mon collègue, c'est-à-dire de faire attention. Il y a certes le marché, l'économie de marché, mais au bout d'un moment, face à une mondialisation qui est un peu avec des zones de turbulence où chacun va essayer de tirer la couverture vers lui, en subventionnant en masse, en pénétrant dans les marchés et casser les prix et ainsi de suite. Tout ça pose des questions où l'Europe doit jouer un rôle, mais alors primordial là-dedans. De régulateur, d'organisateur.
d'organisateurs, je dirais plus que également, ouais. parce que même pour aider certaines filières, là sur l'automobile c'est assez révélateur. Oui. On a effectivement les Chinois qui viennent percuter notre marché totalement. de l'automobile, les Américains un peu quand même tout de même, et faut pas avoir peur de le dire quand même. Et puis derrière on a effectivement les Allemands, les Français qui ont eu des fleurons industriels en la matière et qui se retrouvent un peu chahutés. Et ça, je ne vois pas comment on sort de cette bataille si on se soude pas justement, on se tient pas les uns et les autres et on se serre pas les coudes, parce qu'en réalité, et je suis en train de travailler là-dessus au Sénat avec d'autres collègues sur la crise de l'automobile, c'est un vrai sujet qui va. Alors il n'y a pas que le fait qu'on ait basculé, on oriente sur les voitures électriques. C'est pas ça uniquement le sujet, parce qu'en fait le sujet c'est comment tu régules, t'organises des filières pour répondre à contre-attaquer celles et ceux qui arrivent avec des voitures beaucoup moins chères, qui ont une fabrication plus ou moins écologique, et ainsi de suite. Et c'est là comment l'Europe joue son rôle. Parce que moi, on m'a toujours vendu que l'Europe, et c'est pour ça que je suis pro-européen, c'est-à-dire que je suis pro-européen si et seulement si cette Europe joue son rôle de régulateur et qui vient organiser ses États membres pour faire face à cette mondialisation. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vois Pierre Morin qui est d'accord avec vous sur ce point, le rôle important, essentiel de l'Union européenne. L'Europe a un rôle essentiel, tout à fait. Mais ce qu'on observe en fait actuellement en Europe, c'est que la plupart des gouvernements, ils vont à Bruxelles, ils sont tous européens. Et puis ensuite, ils reviennent à Paris, en fait, et ils font tous une politique nationale, en fait, les aides d'État. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est créer en fait des structures en Europe un peu plus. J'aime pas trop utiliser le mot centralisé, mais au niveau coordonner en fait des structures pour pouvoir en fait derrière financer des politiques en fait plus globales. Et comment on peut faire ça ? Il y a deux moyens de faire ça. Soit effectivement vous augmentez le budget des États membres et vous endettez au niveau européen, soit vous faites appel à des mécanismes d'épargne, en fait, un peu comme le livret A, c'est-à-dire que on fait souscrire des gens un produit d'épargne qui va ensuite aller en fait vers un organisme bancaire centralisé en Europe, et avec cette épargne, on subventionne et surtout en fait on finance en fait des projets européens en rémunérant effectivement les épargnants. Et ça c'est une tribune qu'on a fait avec Hervé Morin récemment pour sortir du débat, parce que vous avez les pays du Nord et les pays scandinaves qui sont relativement peu endettés, et eux ils voudront pas financer de nouveaux emprunts européens. Donc il faut leur donner une contrepartie, parce que nous sommes plus endettés qu'eux en fait, et on doit faire davantage d'efforts parce qu'on est moins vertueux en fait que ces pays-là. Donc il faut arriver à trouver en fait un mode de fonctionnement commun en fait, et davantage travailler au niveau européen. Et attention, ne pas faire trop de réglementation. Faire une réglementation, mais comme le dit Mario Draghi, l'assouplir en fait, pas faire une réglementation qui va être trop contraignante sur les emplois en fait, notamment. Oui, alors et à la fin, surtout éviter toute concurrence déloyale intra-européenne, parce que ça se passe sur l'agriculture, ça se passe sur d'autres filières. Et ça, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, là, c'est du pain béni pour justement les extrêmes qui veulent raconter toute leur histoire en disant il faut sortir de l'Europe et ainsi de suite. Donc là-dessus, vraiment, on est vraiment sur un moment de bascule où il va falloir accélérer sur des systèmes d'alliance purement économiques au niveau européen. On l'a fait un peu sur le médicament. Oui. Maintenant, il faudrait faire sur d'autres sujets. Sur l'aéronautique. Super bien. Donc maintenant, voilà, ça c'est pour moi c'est un enjeu majeur. Et on voit qu'on ne peut pas sortir des différentes crises qui sont devant nous si on se serre pas les coudes avec les autres États membres, clairement.
Tout à fait. Alors, on parle de l'Europe, c'est peut-être aussi ce qui alimente le sentiment d'inquiétude chez les Français, parce qu'on se rappelle qu'à l'été dernier, le Conseil de l'Union européenne a lancé une procédure de déficit excessif à l'encontre de la France. On en a beaucoup entendu parler. D'ailleurs, quelles sont les conséquences aujourd'hui pour nous par rapport à cette procédure ? Est-ce qu'il y a des conséquences économiques ou autres ? Est-ce que c'est important ou impactant sur notre économie ? On a des articles de presse qui vont pointer du doigt effectivement ça. Il y a des sanctions financières. Après, c'est Avertissement en plus. Oui, voilà, c'est des investissements. Mais c'est après, effectivement, ça montre une image de la France pas forcément très réjouissante. Oui. Maintenant, là, c'est ce que je disais à l'instant, on parle beaucoup de tout ça, il y a des règlements, un pacte de stabilité qui n'est pas toujours respecté par les uns et les autres. Est-ce qu'un jour, on pourrait remettre carte sur table pour travailler sur quelque chose qui nous fasse avancer? Parce qu'en fait, si c'est pour juste pointer du doigt que tel pays n'a pas respecté les règles et à la fin, il se passe rien, Oui. enfin, je veux dire, on n'avance pas en fait. Et ça... Et peut-être qu'il faut passer un jour par une politique budgétaire européenne, avec une envie de mettre au pot commun, avec des stratégies communes, enfin voilà, il faut que ça soit peut-être un peu plus amplifié dans ce sens-là. Enfin, je pense. Après, c'est un point de vue. On dit ça, c'est facile à dire. À construire, c'est encore autre chose, parce que on voit bien qu'il faut mettre d'accord plusieurs États qui ont aussi leurs problématiques. D'un point de vue électoral, une société parfois qui est très difficile à manœuvrer avec les réseaux sociaux qui accélèrent des débats de manière pas forcément très réjouissante. Il y a des ingérences étrangères aussi qui s'ajoutent à ça. Enfin bref. Oui, c'est complexe, bien évidemment. Oui, complexe, quoi. Oui, tout à fait. Alors, on parlait du pacte de stabilité qui se veut quand même un peu plus contraignant, mais néanmoins, la Commission européenne a donné pour objectif de réduire le déficit d'ici horizon 2029. Pierre Morin, est-ce que ça vous paraît plus sain finalement parce que ça, c'est moins violent sur l'économie de se fixer un horizon 2029 ? Oui, mais encore faut-il qu'on tienne en fait ces objectifs-là. On sait que François Bayrou, dans son discours de politique générale, a fixé comme cap de retrouver un déficit public de l'ordre de 3% d'ici horizon 2020. Oui, mais les marges de manœuvre, en fait, elles sont... ambitieux. Enfin, Bruno Le Maire avait dit quasiment la même chose. Hein. Oui. Elles sont difficiles. Ces marges de manœuvre, elles sont vraiment difficiles quand on regarde en détail les différents postes budgétaires. Parce que retrouver un déficit de 3%, ça veut dire que cette année, on doit être à 156 milliards. Donc ça veut dire autour de 90 milliards. Ça veut dire 76 milliards. 76 milliards en quelques années, c'est considérable en fait. Donc vous faites quoi ? On parlera ensuite des postes sur lesquels on peut travailler, mais c'est un objectif considérable en fait, 76 milliards. Trop ambitieux peut-être. Je dis pas qu'il est trop ambitieux, je pense qu'il faut se fixer cet objectif-là parce que pour moi, 3%, ça fait quand même 90 milliards, donc c'est pas non plus... À l'époque, la fin du gouvernement, Villepin, ils avaient plutôt bien travaillé, puisque quand on regarde bien les chiffres, en 2006-2007, on arrivait à un déficit public et la charge de la dette, c'était à peu près au même niveau. Donc ils avaient bien travaillé, ils avaient bien réduit en fait, à la fois ils avaient pas augmenté les impôts, mais ils avaient bien travaillé sur l'efficacité de la dépense publique. Après, il y a un point fondamental là-dedans, c'est comment se fait-il que justement l'Union européenne a des priorités. Quand on parle de défense, par exemple, oui. Ils sont beaucoup plus souples. Alors après, si c'est l'objectif commun, c'est d'avoir enfin une armée européenne coordonnée et un budget de défense adéquat, parce que bon, parmi les temps qui courent, on n'est pas à l'abri de mauvais combats, crise géopolitique, voilà. Tout bien simplement. Évidemment. Et par contre, pourquoi on le fait pas sur d'autres sujets ? Enfin, je veux dire, on voit bien qu'en fait, il y a des souplesses, mais des souplesses qui sont justifiées parfois, hein, attention. Hein. Mais là, pourquoi on le fait pas sur le sujet de la santé sur la Covid, il y a eu quelques souplesses, mais justement, il y a tellement de choses à faire. L'Europe finance énormément de choses quand même dans nos communes.
Ça se voit pas toujours. Oui, on ne Et le sait pas nécessairement, bien sûr. Bah oui, mais il y a souvent une partie qui provient justement des fonds européens. Alors tout ça est organisé par les régions, Mhm. qui redistribuent bien évidemment, mais quand même. Et ça je trouve ça assez surprenant que l'Union européenne ne soit pas en mesure de changer ses priorités. On sait très bien de quoi ont besoin, entre guillemets, Oui. les pays en ce moment. Et j'ajouterais qu'en plus, financer des dépenses dans la défense et acheter à des non-européens, parce que globalement, on va pas arriver à s'entendre là-dessus. En Pour fait, acheter américain plus tard. on va être obligé d'acheter au moins 50% d'Américains et 50% d'Européens. Donc globalement, on va dépenser plus pour donner de l'argent à des Américains. Moi, je suis ami avec les Américains qui nous mettent des droits de douane ou qui nous... Donc, il y a quand même un vrai sujet là-dessus et j'ai l'impression en fait que sur cette affaire de la défense, je sais pas si c'est complètement justifié, même si pour des questions de sécurité, mais bon, globalement, je pense qu'il y a d'autres sujets en économie où on pourrait dépenser mieux en fait que dans la défense et dans la guerre. Voilà, ça c'est sûr. Oui, effectivement. Et justement, quand on parle d'objectifs chiffrés, on parlait des objectifs européens, dans une lettre ouverte qui était publiée l'an dernier, 200 économistes ont insisté dans les objectifs qui sont fixés sur notamment la non prise en compte de la question climatique par les modèles économiques de la Commission européenne. On sait qu'effectivement, la multiplication des catastrophes climatiques va avoir un impact sur le budget. Et justement, comment, c'est une question à vous deux, comment est-ce qu'on prend en compte un petit peu cet élément aléatoire quand on veut établir un budget? L'élément aléatoire, ça peut être effectivement une crise climatique, ça peut être une crise géopolitique, ça peut être une nouvelle crise sanitaire. Comment est-ce que, parce que ça va forcément, et il y aura des crises, comment est-ce que ça va impacter la progression ou la réduction justement de la dette? Il ne faut pas avoir peur déjà, gouverner c'est prévoir. Voilà. Déjà, comment est-ce qu'on le prévoit? C'est un investissement qui s'anticipe. Il ne faut pas attendre vaut mieux prévenir que guérir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cas. D'ailleurs, parlons-en parce que il y a eu le pacte vert qui a fait un tout petit peu d'écho dans le débat aux européennes dernièrement. Bon, on en voit un peu les tenants et les aboutissants avec la nouvelle, le nouveau organigramme de cette Commission européenne. On essaye d'essayer de se projeter vers comment ça va se traduire. On sent que c'est pas si simple que ça. Oui. Maintenant, la question que je me pose, c'est effectivement, moi je serais plutôt partant qu'on ait en fait un système un peu comme un peu le fonctionnement de la PAC. Oui. Où chacun met au pot commun et on redistribue aussi en fonction des spécificités des pays, en fonction de la puissance de chaque pays, mais qu'on sente qu'il y a un engouement, que c'est tout le monde avance dans le même sens. Oui. Et par exemple, ça viendrait corriger pour nos voisins espagnols qui ont subi par exemple, voilà. Une tragédie, c'est le terme. On aurait un budget d'urgence pour venir soulager. Et nous, on a Mayotte aussi comme exemple. Enfin bref. On pourrait provisionner le risque climatique et avoir une petite ponction en fait, mais que si effectivement tout se passe bien dans l'année, on le garde en fait. Et si jamais il y a une catastrophe, on peut, et que les assurances ne couvrent pas tout, en fait, on peut derrière compléter, faire le complément en fait, et le faire comme ça en fait. Je vois pas d'autres solutions. Ça c'est pour prévenir. Oui, mais justement, voilà. Après, parce que il faut ça aussi peut des investissements. Voilà. Et ça, on va pas se mentir. Il existe des choses en France, notamment avec le fonds vert, qui a été raboté pour cette année. Mais ça reste très insuffisant. Il y a plein de choses. Moi, je suis parlementaire, je défends notamment sur les enjeux de précarité énergétique. Pour moi, c'est simple. C'est le transport et le logement. Les deux gros piliers énergivores de consommation de gaz à effet de serre. Il faut regarder comment on résout le problème. Et ça demande effectivement des investissements. Et ça demande aussi, surtout, en fait, mettre de l'argent au bon endroit et aux bonnes personnes. On a aussi, en France, l'art de complexifier un certain nombre de politiques publiques qui ne sont pas forcément bien ciblées. Et surtout, peut-être des fois, il y a des publics en fait, qui n'ont absolument pas les moyens. C'est le fameux le reste à charge.
Oui. Pour le cas de la précarité énergétique. Et ce reste à charge, parfois, il est, je veux dire, quelqu'un qui est légèrement au niveau du SMIC, je le vois pas mettre de côté quasiment plus de 10 000 euros de reste à charge. Forcément. Quand on voit, surtout que pendant un bout de temps, et on sait très bien que si il est classé F ou G, c'est qu'il a des factures conséquentes, et donc à la fin, il lui reste plus grand chose pour vivre. Et encore moins pour les loisirs, donc il paye ses factures, point barre. Donc c'est là où il y a, je pense, beaucoup de choses à faire. On a souvent l'habitude en France de reporter le problème, et les calendriers notamment. Faudrait pas non plus reporter à chaque fois le problème. Généralement, il faut savoir mettre l'argent et l'investissement, et ça s'appelle un acte politique, il faut l'assumer. Totalement, oui, effectivement. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, ce que j'aimerais, donc on va un petit peu entrer peut-être dans le détail des mesures. Donc on a parlé des politiques Macron qui ont amplifié en fait cette dette. Moi, j'aimerais vous faire réagir l'un et l'autre à une citation d'Éric Heyer, qui est un économiste français, qui dit, je le cite: tout régler sans augmenter les impôts, cela signifie que la partie la plus aisée de la population ne va jamais contribuer. Et tout faire par la réduction de la dépense publique fait peser l'ajustement sur les classes moyennes, inférieures. Pierre Morin, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'étais plutôt contre toute augmentation de prélèvement ou toute augmentation fiscale. Après, si c'est une augmentation qui dure 1 an ou 2, qui est un effort qui est demandé parce que c'est un moment difficile, je suis prêt à l'accepter, mais vraiment sur une durée limitée. Parce que je trouve qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur cette notion vraiment d'efficacité de la dépense publique. Je suis assez d'accord en fait sur le fait que pourquoi pas effectivement aider les plus démunis en fait sur l'énergie, sur des aides alimentaires, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé dans beaucoup de pays et on se rend compte en fait que si vous voulez pas de révolte, si vous voulez pas d'émeute en fait, il faut que les gens ils aient de quoi manger et il faut qu'ils aient en Inde, vous n'avez pas de révolte parce que vous avez une aide alimentaire pour 800 millions de personnes en fait qui est distribuée par le gouvernement. Et ça, je trouve que ça évite en fait, ça permet à chacun de manger à sa faim. Et ça, c'est super important. C'est pareil pour le logement. Donc pourquoi pas ? Mais il faut quand même faire aussi ce travail de savoir, en fait, il y a peut-être une allocation sociale unique à mettre en place qui pourrait permettre de dégager des marges de manœuvre. Il y a un travail à faire sur les agences de l'État qui coûtent 80 milliards. Il y a vraiment ce travail à faire qui est considérable, en fait. Oui, on va y venir justement rationaliser la dépense publique, en fait. Si c'est un effort qui est limité, ok, je crois qu'il faut arriver maintenant à l'expliquer à nos concitoyens, à nos entrepreneurs, mais être très vigilant parce que regardez le témoignage de Michelin, il est quand même poignant en fait, le témoignage de Michelin du PDG. On n'est pas dans un système libéral américain, on est dans un système d'entreprise familiale, européenne, mondiale en fait, qui est face à une concurrence terrible. Il l'explique en fait donc attention aux coûts de production, attention aux coûts du travail, attention aux coûts énergétiques en fait. Il y a tous ces aspects-là à prendre en compte, sinon on va retrouver la France, ce sera un beau musée en fait. Donc il faut préserver le tissu économique et industriel. Oui, tout à fait. Alors je voulais vous faire réagir sur cette citation vous-même, Rémi. Effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un point quand même essentiel à rappeler, celles et ceux qui nous écoutent, c'est que généralement quand on enlève un impôt, une taxe, peu importe la sémantique, que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la CVAE, la cotisation de valeur ajoutée des entreprises, et à la fin, ce qui se passe, c'est que faut bien le compenser. Bah oui, quand vous retirez une recette, il faut bien la compenser. Exactement. Et Emmanuel Macron, il a toujours fait comme ça, c'est-à-dire il utilise la TVA comme moyen de compensation. Donc la TVA, c'est tout le monde la paye. Tout le monde. D'accord ? Et à chaque fois... Avec l'IS, rappelez-vous, avec l'IS, ça a permis quand même à l'IS d'avoir un meilleur rendement en fait. Sous Hollande, l'IS n'avait pas le même rendement en fait. Oui, je vais en parler de l'IS justement. Mais donc là, l'IS, pour noter ses spectateurs, c'est l'impôt sur les sociétés. Les sociétés. Mais il retire des recettes et en plus,
il mise sur une recette qui est la TVA, où il dit on va compenser à l'euro près, mais et rassurez-vous, la TVA c'est dynamique. Bon, généralement ils ont tendance à geler après derrière le truc. D'accord. Ça, c'est pas le sujet. Et à la fin, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise, qui connaît, c'est la Startup Nation quand même. Enfin, je sais pas, je fais ça avec beaucoup d'humour, mais comment on peut continuer de vivre comme ça? C'est-à-dire retirer des recettes et se dire on va compenser tout le temps par la TVA, et à la fin on se dit ah mince, ça marche plus. Au bout d'un moment ça se voit. Et donc ça c'est vraiment, moi je veux vraiment un peu un coup de gueule parce qu'en fait j'en ai un peu marre. À chaque fois qu'on raconte l'histoire aux gens en disant voilà on va vous allez avoir un intérêt, vous aurez plus de taxe d'habitation, vous aurez plus les entrepreneurs, vous aurez plus la CVAE, vous aurez plus... Bref, et à la fin on essaie de le compenser par une... Et la TVA, c'est pas la recette de tout, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est tout le temps utilisé. Et pourquoi j'appuie là-dessus? Parce que la cerise sur le gâteau, c'est que l'administration de Bercy nous dit ah mais nous on peut pas mesurer ça chaque année en fait. On n'a pas de prévisionnel sur la TVA. Donc ça veut dire qu'on est en train de retirer des recettes. On dit on va les compenser par la TVA et qu'on est incapable de dire ce qui va se passer en 2025, 2026, 2027. Donc en fait, et d'ailleurs c'est l'excuse. D'ailleurs pourquoi Bercy n'arrive pas à c'est l'excuse trouvée par Bruno Le Maire et Gabriel Attal et compagnie. Mais c'est ça le danger. Je suis d'accord que lorsqu'on baisse les impôts, on doit évaluer les impacts de cette baisse d'impôts et on doit voir effectivement si cette baisse d'impôts va permettre un meilleur rendement de l'impôt ou va être une baisse nette et que derrière on doit la compenser et souvent effectivement la compenser uniquement par la TVA. Si on la compense pas par un effort et sur une amélioration de l'efficacité de la dépense publique avec voilà, si on la compense pas par des baisses en fait des baisses de dotation en fait ça marche pas en fait c'est sûr que et donc là c'est un peu d'amateurisme en fait qu'on observe ça, voilà, parce qu'on sait pas où on va et c'est là en fait le danger dans les années à venir, c'est que on n'arrive pas à se projeter et on n'arrive pas à dire si la France va retrouver un chemin vertueux dans les finances publiques et ça nous décrédibilise en Europe fortement. Et après il y a un paradoxe intéressant à creuser. C'est vraiment, et là qu'elle soit gauche ou droite, il faut y regarder. On est en France, on a effectivement un taux de prélèvement obligatoire assez élevé, c'est vrai, si on se compare, on est assez élevé, et en même temps, on est l'un des pays qui donne le plus d'aide publique aux entreprises, 200 milliards. Oui. Donc il y a aussi un paradoxe, c'est-à-dire qu'on prélève beaucoup, mais après on redistribue énormément et pas forcément au bon aussi. On redonne ça le trop, problème, voilà. c'est qu'on redistribue pas forcément au bon, pas forcément celles et ceux qui en ont plus besoin, les TPE, les PME. Et pendant ce temps-là, il y en a qui s'engraissent progressivement, doucement mais sûrement. Et puis moi à la fin, ma conclusion, elle est aujourd'hui on ne peut plus taxer le travail. Il faut regarder comment on taxe le capital pour rééquilibrer les choses. On ne peut plus faire peser les efforts sur toujours les mêmes. Et puis je vous rejoins. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui ont été faites à une époque, je sais plus, c'était à partir de 90, sur les exonérations pour justement les bas salaires. Oui, ça a un certain coût. C'était pour accélérer des embauches. Les exonérations de cotisations sociales. Exactement. À la fin, c'est un certain coût, mais est-ce que ça a une certaine efficacité aujourd'hui ? Les économistes disent que justement l'impact en a été très très limité. Voilà. Quelques remarques en fait sur la baisse en fait sur les aides aux entreprises. Je suis d'accord en fait pour qu'on travaille sur un audit de ces aides aux entreprises et voir celles qui sont vraiment efficaces, qui ont un impact sur l'emploi et celles qui ont moins d'impact. Hervé Morin, David Lisnard avec qui je travaille sont aussi d'accord là-dessus pour travailler sur vraiment l'efficacité de ces aides. Et s'il faut effectivement bousculer un peu le MEDEF, on bousculera le MEDEF parce que il faut éviter les effets de rente en fait. Donc là-dessus. Sur la taxation sur le capital, je suis plus mesuré que vous parce que on est en Europe et si on augmente trop la taxation sur le capital on a une taxation sur l'immobilier qui est extrêmement élevée par rapport aux autres pays d'Europe. On a une flat tax qui est aussi élevée. Et on a des records.
Le 440, 100 milliards d'euros, c'est le Oui, record. en fait, ce qui se Voilà, on a passe, c'est des que records. probablement il y a quelques optimisations du côté de certaines holdings. Il y a certainement de l'optimisation qui fait que lorsqu'on n'utilise pas ces dividendes, on peut les garder dans sa holding, alors que Justement, lorsqu'on est on y viendra un tout à petit- l'heure sur voilà. la Donc taxation. probablement, effectivement, il y a quelques, Après, il y a des optimisations. D'un point de vue philosophique, si on veut valoriser l'effort, c'est-à-dire le travail à la sueur de son front, et pas à la sueur de Ah, j'ai mis une action ici, est-ce que je vais avoir la rente? Vous voyez, c'est pas, Bien sûr. c'est pas la même sueur. Hein. Ouais, mais souvent cette action Mais- que vous oui. mettez, c'est sur vos économies. Voilà, tout dépend. Oui, Voilà. sauf que bon, Donc, sauf que c'est pas forcément la classe moyenne, ni même parfois la classe supérieure. La classe moyenne peut acheter aussi des actions. Et peut... monsieur, excusez-moi, mais la classe moyenne, elle est pas du tout dans un triptyque de faire des actions par-ci par-là. Vous avez de plus en plus, regardez les chiffres sur les actionnaires individuels, vous en avez beaucoup plus ces dernières années. Il y a eu un effet positif en fait là-dessus. Donc je pense que on doit aussi valoriser une forme de capitalisme populaire. Moi le capitalisme c'est pas uniquement même si Oui, j'ai les des investissements ne respects sont pour, pas voilà. réservés aux classes aisées et supérieures, bien et- évidemment. Encore faut-il avoir les reins solides financièrement pour le faire. Hein. Enfin, je veux dire, Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'avoir des salaires super élevés pour pouvoir acheter quelques actions et pouvoir vous constituer une sûr que épargne, les- une épargne. Je Une parle épargne, d'une voilà. épargne en Ouais. fait. Je ne parle pas. Donc et après en fait sur les baisses en fait, vous parliez de revenir sur les baisses de charges en fait sur les bas salaires. Même avec cette baisse de charge sur les bas salaires, on conserve les prélèvements les plus élevés d'Europe. Donc je me dis qu'il y a quand même, je veux dire, est-ce qu'il faut les faire ou pas? Là, il y a un vrai sujet parce que imaginez le nombre d'agents qu'on met en place pour aller organiser les aides et aussi prélever les prélèvements obligatoires. Oui. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Ok, oui. Sur le fait que pourquoi on donne 200 milliards Oui. d'euros en tout, je mélange tout du coup, hein, ce soit même l'exonération pour le salarié, etc. Enfin, avec même le CICE. Enfin, voilà, et donc ça veut dire que en termes d'efficacité, on doit se poser quand même la question qu'on est capable d'avoir des prélèvements obligatoires assez élevés et avoir 200 milliards d'euros d'aide par an. C'est quand même, moi je regarde dans les autres pays. On peut se poser la question si on peut pas au moins revoir l'un comme l'autre, peut-être. Je regarderai bien le système des aides, en fait. Mais sur les prélèvements, je suis convaincu, et j'en ai même la certitude, que nous avons les prélèvements sociaux les plus élevés d'Europe, en fait. Excusez-moi, on a une sécurité sociale digne de ce nom, quoi. Voilà. Oui, mais en Europe, on n'est pas non plus, quand je voyage en Europe, je ne suis pas non plus dans un désert social. En fait, si je vais en Allemagne, si je vais en Espagne, si je vais en Italie, il y a quand même des niveaux de protection. Ne parlons pas des pays nordiques qui ont un excellent niveau de protection sociale. On parle d'un espace intégré commun, en fait. Donc, je suis allé me faire soigner parfois en Belgique, c'était pas la catastrophe. J'ai été très bien soigné. Voilà, mon fils vit en Allemagne. S'il doit aller se faire soigner, il ira se faire soigner avec un système de sécurité sociale. Il faut aussi, voilà. Je pense que il y a certainement sur la partie sociale aussi. Il faut voir, en fait, il y a certainement des choses sur lesquelles on peut travailler. Oui, je pense qu'il faut faire aussi, alors pas du cas par cas, mais il faut vraiment établir peut-être des strates. On parlait par exemple des personnes, effectivement, comme le disait M. Morin, il y a des personnes dans les classes moyennes qui peuvent investir un petit peu, je pense. Donc il ne faut pas pénaliser ces personnes. Quand on veut prendre sur le capital, on parle des hauts revenus, bien évidemment. Justement, et on en parlera après. Là, on va parler justement, on va entrer dans cette partie où vous allez présenter aussi vos mesures. Et puis, on va voir une vidéo tous ensemble. Parce que vous l'avez suivi, évidemment, il y a quelques jours de cela, le Premier ministre François Bayrou a présenté devant l'Assemblée nationale son plan pour les finances 2025, donc ce qu'on appelle le PLF. Vous l'avez entendu, bien évidemment, le projet de loi des finances n'a pas été soumis au vote, puisque François Bayrou a utilisé l'article 49.3 qui lui permet de faire passer le projet sans soumettre au vote des parlementaires.
Alors on va regarder tous ensemble quelques-unes des mesures de ce PLF 2025. Alors Rémi Cardon, j'ai voulu finir par deux nouvelles un peu plus positives, les postes d'enseignants maintenus et puis la baisse par rapport au prélèvement, enfin pour le budget des collectivités locales. Mais néanmoins, quand on voit les mesures, moi je voudrais déjà votre sentiment global. Est-ce que là, ça signe une politique d'austérité ? Oui, puisque c'est un budget encore plus injuste que le budget de M. Barnier. Donc déjà que je disais que le budget de M. Barnier était austéritaire, je ne vois pas pourquoi je me priverais de dire que le budget Bayrou n'est pas austéritaire. En l'occurrence, nous, on a essayé de négocier parce qu'on était dans une situation de blocage. Et le blocage, il était malsain. Il a été construit, le blocage. C'est pas nous, hein, le blocage. Oui. C'est pas la démocratie, le blocage. Le Parlement, quand je veux dire la démocratie. C'est en fait un calendrier organisé par le clan Macron qui contraint ensuite l'administration de dire vous arrêtez les services civiques, vous arrêtez les subventions, pour la continuité des services de l'État, on est obligé de faire passer le PLF. Tous les boulons et vous allez voir, ça va hurler. Et donc après, nous, on sait récupérer toute la pression en local, c'est qu'à le dire. Et donc on se retrouve dans une situation, en fait tout ça c'est vraiment antidémocratique. Hein. C'est-à-dire que déjà le calendrier contraint a été fait d'une manière épouvantable. Puisqu'en plus, on sort des... Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la faute de la censure avant Noël. Oui, mais enfin, excusez-moi, mais Emmanuel Macron peut aussi nommer un Premier ministre plus rapidement aussi. Accessoirement, ça se peut être bien aussi quand même. Parce que je ne parle pas des différents mois qu'on a eu pendant juillet-août, où on a attendu sagement et où des ministres démissionnaires se retrouvaient limite à aller un peu plus loin que leur pouvoir de ministre démissionnaire. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, moi, ce que je regrette là-dedans, c'est la méthode qui a été faite de manière lamentable. Et en plus de ça, alors on a négocié quelques trucs. Voilà, vous avez pu, notamment sur les postes d''enseignants, je pense que là, oui, le gouvernement a limité la casse. Moi, j'emploie le mot, on a limité la casse. Les 4000 enseignants qui sont maintenus, ça veut dire une chose, c'est que faut bien avoir en tête, ça veut pas dire qu'il y aura zéro fermeture de classe. Et non, parce que c'est par rapport à la démographie ensuite que ça se calcule. Bien sûr. Les 4000, ça vient matraquer plus violemment dans les territoires. Mais moi, dans mon territoire, j'aurai des fermetures de classe, malheureusement. Parce que, effectivement, on a une baisse démographique et donc c'est un système d'éducation nationale, donc une répartition nationale des enseignants pour avoir des enseignants face à des élèves le plus possible partout. Et de manière équilibrée avec des taux d'encadrement raisonnables. Et donc, effectivement, ça fluctue. Certains enseignants basculent dans d'autres départements. Et donc, c'est comme ça qu'on a des fermetures de classe dans certains départements. Et dans d'autres, on a des ouvertures. Oui. Alors, je voulais parler de politique d'austérité parce que quand on regarde, on parle de baisse des dépenses de l'État. En volume, ça représente à peu près 1,6%, ce qui est la plus forte baisse en volume de la décennie. Donc ça va dans le sens que vous évoquiez justement de cette oui, et surtout d'un encore moins bon budget que celui oui, puis là sur la méthode c'est lamentable, c'est-à-dire que je reviens sur la méthode parce que ça va répondre à votre question. En fait 49.3 pour les recettes. Oui. Donc taisez-vous, censure, le gouvernement tombe et après on nous dit procédure de l'entonnoir. On reprend, là on s'était arrêté, notamment au Sénat. Parce que pendant tout le charabia à l'Assemblée, au Sénat, on a continué à travailler. Et donc après, on a repris. Et du coup, comme par hasard, on parle que des dépenses. Et donc on construit un budget que sur les dépenses. Et on négocie
pour les socialistes, on se retrouve à négocier essentiellement sur les dépenses, parce qu'en fait, sur les parties recettes, c'est soit le gouvernement respecte ce qu'ils ont dealé avec nous, c'est-à-dire ils font un budget rectificatif par la suite sur la partie recettes, soit ils le font pas. Est-ce qu'ils vont le faire ? J'en sais rien. Là, pour le moment, vous voulez dire qu'on est dans l'expectative totale, que le budget est passé en force et que... oui, en plus, alors sur les dépenses, en plus, on y va à coup de 49.3, comme ça, c'est encore plus rapide. Oui, mais si on est capable de faire un le Premier ministre n'avait pas eu... Puis à la fin, on finit par 49.3. Oui, mais si le Premier ministre n'avait pas eu recours en 49.3, que se serait-il passé ? Finalement, le budget ne serait pas passé. En fait, il y a un problème démocratique là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est depuis le départ. Il y aurait un blocage. Non, mais c'est pas nous qui bloquons. Enfin, désolé, il y a une représentation de l'Assemblée nationale qui a changé. Voilà. C'est pas nous qui avons activé la dissolution. Hein, c'est l'article 12. C'est le président de la République d'ailleurs qui l'a activé. C'est pas nous. Et maintenant, on va nous donner responsable de bloquer la France. Bah non. Nous, on a négocié, on a limité la casse. Maintenant, ça a été fait avec une méthode lamentable et historique. Hein. Toutes ces procédures. Moi, depuis que je suis parlementaire, sous Emmanuel Macron, on apprend plein de choses. On apprend tous les articles de la Constitution, on apprend toutes les procédures diverses et variées qui viennent contraindre le pouvoir du Parlement. Enfin, c'est vraiment lamentable. Si j'ai un mot à dire, c'est vraiment lamentable. À la fin, c'est les gens qui nous regardent et qui se disent mais comment on va vivre demain si même les dirigeants et les responsables politiques se retrouvent en fait à être muselés ou contraints par des calendriers et ainsi de suite. Enfin, vraiment, c'est vraiment des interrogations qu'on a sur le terrain. Comment on va faire pour la suite ? Effectivement. Alors moi, je voudrais entendre Pierre Morin justement sur cette question du PLF 2025. Alors je vais vous citer Pierre Morin, parce que la semaine dernière, vous avez fait paraître une tribune très intéressante qui est parue dans Économie Matin. Et donc je vous cite, « Le budget 2025 est basé sur une stabilité à court terme. Et il repose par ailleurs sur une erreur fondamentale, l'idée que l'augmentation de la pression fiscale engendrera des rentrées suffisantes pour améliorer notre situation économique. » Ça, c'était votre constat. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est que si effectivement c'est une vraiment augmentation limitée dans le temps, vu notre niveau de prélèvement et notre niveau de fiscalité qui est élevé en France, je pense pas en fait qu'il faille aller dans ce sens-là. Moi, je reprendrai en fait ce que disait Monsieur Cardon. Il y a un sujet qui est important par rapport au Parlement et par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Dans les autres pays d'Europe, en fait, vous faites une coalition et vous travaillez sur la base d'une coalition. Et vous vous entendez avec vos partenaires. Je prends le cas en fait de la Belgique qui vient de faire une nouvelle coalition, qui avant avait une autre coalition. Et bien en fait pendant plusieurs mois, on discute. Pendant plusieurs mois en fait, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Auparavant, il y avait une coalition qui allait des socialistes jusqu'au centre, au centre droit. Maintenant, il y a une coalition qui va du centre jusqu'à la droite nationale. Ils ont négocié pendant plusieurs mois et ils arrivent à un consensus et qu'ensuite tout le monde s'engage. Ça a été la même chose en Allemagne. Alors ils n'ont pas tenu 4 ans, ils ont tenu 3 ans en fait les Allemands, mais j'aime bien cette idée que lorsqu'il n'y a pas de majorité au Parlement, on est obligé de travailler et de faire des coalitions et ensuite on s'engage sur un programme et on y va et on déroule. C'est pas dans la mentalité française, les coalitions, on aime bien les rapports de force, on aime bien le parti dominant. Moi je préfère en fait plutôt les démocraties parlementaires. Voilà, c'est juste une remarque par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'est intéressant parce que par exemple, vous deux, est-ce que vous pourriez être dans une même coalition ? Vous avez effectivement des divergences d'opinion, mais si demain on vous disait, voilà, vous devez travailler de concert, est-ce que vous pourriez aller au-delà de vos divergences de vues, économiques notamment, pour travailler de concert ? Ça dépend de la strate, parce que en fait, déjà, je pense que ça existe déjà sans le vouloir. Ça existe dans des collectivités territoriales de strates plus petite, où effectivement il y a déjà dans un mais là on parle au niveau de l'État, bien évidemment. Vous avez toutes les sensibilités effectivement qu'on peut imaginer parfois. Donc ça existe déjà en local. Après au national, la question qu'il faut se poser en fait, c'est pour que ça se passe bien comme c'est précisé par mon collègue, c'est
il faut en fait changer de. La 5e République n'est pas du tout adaptée. La 5e République, non, mais la 5e République, elle est adaptée à un système majoritaire, Voilà. et si possible majorité absolue, c'est mieux parce que sinon ça marche pas. Ouais. Et là, on a 3 blocs. On a 3 blocs qui plus ou moins se neutralisent. Oui. Donc, Oui, on a un système de bipartisme en fait voilà. pendant toutes les années qui et ont là précédé. On a aujourd'hui, toujours connu ce c'est plus du tout système. là, c'est plus du tout le cas, et je pense que ça va durer dans le temps. Qui Bien est ce sûr. système de 3 blocs. Oui. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment on sort de cette impasse. Oui. Cette impasse Parce que justement, on y viendra, alors pas aujourd'hui, mais dans une prochaine émission. Oui. Démocratique ce qui s'est passé, mais en fait, il faut sortir de là, c'est-à-dire il faut sortir par le haut. Et Oui. sortir par le haut, ça veut dire un nouveau mode de scrutin, une nouvelle répartition du pouvoir. Enfin, moi, je pense que le président de la République, c'est le super ministre des Affaires étrangères, et puis après, le Premier ministre ou la Première ministre gère un gouvernement, et ils sont nommés indirectement par des coalitions qui sont au Parlement. C'est dans des systèmes que vous avez présentés à l'instant. Oui. Peut-être qu'il faut aller dans un système comme celui-là. Parce que en fait, ces 3 blocs, ça sera interminable. Bien sûr. Si ça continue comme ça, Il faut ouvrir C'est ce qui inquiète les Français d'ailleurs Il faut aujourd'hui. ouvrir une réflexion là-dessus, mais je ne suis pas certain que les Français soient prêts à abandonner cette élection de l'homme providentiel, président de la République, qui va tout changer. Lorsqu'on a suivi tous ces présidents, alors c'est sûr que François Hollande, il était plus dans une normalité présidentielle, alors que Sarkozy et Macron étaient dans cette vision en fait de l'homme providentiel, et en réalité on se rend compte qu'un homme providentiel aujourd'hui dans une société complexe, il a du mal à être providentiel tout le temps en fait. Oui. On s'en lasse. Et pour revenir au Très sujet, rapidement, oui. il y a un point essentiel, je crois, sauf erreur de ma part, c'est très rare ce qui s'est passé quand même récemment, parce qu'en fait l'opposition, donc entre guillemets les socialistes, on a donc négocié. Du coup, on a amendé un budget, et en fait, c'est très rare que, généralement, comme on est dans la logique de 2 blocs qui s'affrontent, il y a l'opposition et une pseudo-majorité, parce que là, c'est vraiment la pseudo-majorité. À la fin, s'il y a une opposition, c'est clair, vous votez contre le budget, point barre. Oui. Bon, là, on a voté contre le budget au Sénat, on a voté contre le budget en commission paritaire, mais on s'est retrouvé quand même à trouver des arrangements comme ça. Oui, il y a eu des paritaire, ajustements, oui, parce que donc ça, c'était historique. C'est-à-dire, Oui. sauf erreur de ma part, c'est très rare qu'une opposition amende à ce point-là un budget. Oui, parce que s'il faut expliquer au grand public, donc aux personnes qui nous regardent, une fois que François Bayrou a fait passer le projet de loi donc à l'Assemblée, il est passé ensuite au Sénat, puis il a été vu par une commission mixte paritaire qui a 7 députés, 7 sénateurs. Voilà. Et qui a revu un peu le texte et corrigé certaines choses à la marge, en fait, finalement. Mais vous avez parlé justement sur l'histoire de la TVA sur les auto-entrepreneurs. Oui, alors justement, voilà, vous me tendez une perche, vous me faites ma transition justement, parce que je veux vous faire, c'est magnifique. Voilà, justement, je voulais vous faire réagir sur cette mesure, parce que voilà, on en entend beaucoup parler, et qui est très pénalisante pour tous les auto-entrepreneurs, puisque là, la TVA, le seuil de paiement de la TVA va être nettement abaissé. Alors, justement, quel est votre sentiment? Alors moi déjà, je reçois énormément de mails d'auto-entrepreneurs qui nous alertent de la situation. Alors moi j'avais posé une question lors de ma commission affaires économiques. On a reçu le président de la chambre des métiers de l'artisanat. Donc l'artisanat quand même qui est touché aussi, parce qu'ils ont énormément de bénéficiaires qui sont auto-entrepreneurs, qui ont une micro-entreprise. Et donc, cette question-là, on a bien compris, c'était pour faire 400 millions d'euros d'économies. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Moi, ce que je trouve lamentable, c'est que mine de rien, ce sont des gens généralement qui gagnent pas non plus. C'est ça. Alors, il y en a certains qui arrivent à gagner bien leur vie, mais au bout d'un moment, ils basculent soit en entreprise individuelle, soit ils complètent en avec réel. un emploi salarié. Il y a un statut réel au réel qui permet de mettre ses charges aussi adéquates. Oui. Mais alors, du coup, on n'est plus du tout dans la même partie. Il faut bien évidemment se faire aider par un comptable. C'est
c'est pas la même réglementation derrière, notamment la réglementation de comptable. Oui, parce que 25 000 euros de chiffre d'affaires pour un auto-entrepreneur, c'est pas très élevé. Donc Oui. beaucoup sont impactés. Et moi, ce que je retiens à la fin, c'est leur quoi ? activité. C'est soit ils augmentent leur prix de 20 points. Donc on 20%. pénalise tout le monde. Donc on pénalise les Françaises et Voilà. les Français. Soit effectivement, c'est eux qui perdent de l'argent. Oui, au final, oui, et totalement. Donc tout le monde est pénalisé. Donc voilà, Pierre Morin, je voulais vous faire réagir aussi sur cette mesure qui fait couler beaucoup d'encre et on le comprend. Oui, mais le statut de l'auto-entrepreneur... c'est en train de bouger quand même. J'ai travaillé avec Alain Madelin à l'époque, il y a 25 ans, et on avait imaginé un statut d'auto-entrepreneur. Et ensuite, c'est Hervé Novelli qui l'a porté, en fait. Et c'est vrai que c'est une réforme qui, pour moi, est une réussite en France, parce que c'est un système qui est simple, c'est un système où je suis salarié, je peux faire de l'auto-entreprise si j'ai envie de travailler le soir et le week-end, ou pendant une partie de mes vacances, ou alors j'ai envie vraiment de m'engager dans l'entreprise, d'être entrepreneur, je démarre par l'auto-entreprise et ensuite je bascule dans ce système-là. 35 ou 36 ou 37 000 euros en fait. Je trouvais que c'était bien comme système. Je sais qu'il y a un système différent en prestation de services ou en activité commerciale. Quand je le compare à d'autres pays, alors c'est sûr qu'il est un peu moins bon que certainement des pays comme Singapour, mais bon, on est en France. Donc globalement, quand je le compare à d'autres pays d'Europe, c'est un système qui tient la route. C'est pas des systèmes voilà, il faut pas toucher à ces systèmes-là. Mais Bercy, depuis le départ, n'aime pas ce système, en fait, parce que c'est un système qui a été créé par des gens qui sont pas, en fait, issus de Bercy. Hervé Novelli, c'était un entrepreneur, il était élu local, il était député, il a créé ce système-là, il l'a porté. Il y avait des gens proches de Raffarin. C'est toute cette équipe-là. D'ailleurs, c'était plutôt une vision, c'était plutôt des gens issus de l'UDF, des centristes, qui ont créé, en fait. Oui. Cette réforme-là. Donc aujourd'hui, non, ne touchons surtout pas à ce système-là, parce qu'il est équitable et équilibré. Oui, mais alors comment on revient en arrière ? Il est passé. Alors il y a des... Suspendu là, il est suspendu. Il est suspendu pour le moment ? Oui, parce qu'il y a eu telle pression, puis quand je vois... parce que moi je reçois vraiment beaucoup de mails là-dessus. Voilà, justement. On est un peu... avec mes collaborateurs, on regarde ça, je suis à 30 mails par jour depuis quelques jours. Ouais. Si vous voulez alimenter le populisme, c'est une excellente mesure en fait. Là, vous êtes sûr qu'effectivement ça peut être impopulaire, impopulaire bien sûr. Petit, voilà. Et on touche pas au gros. Exactement. Et pendant ce temps-là, vous avez Bernard Arnault, désolé de le prendre comme exemple, mais c'est quand même celui qui passe à la télé pour dire oh là là, je vais quand même réfléchir si je continue à investir dans le Made in France. Vous allez taxer les produits Made in France. Non, mais le petit entrepreneur qui voit ça, il se dit comme d'habitude, je sais ce qui va se passer. On va aller me taxer moi et puis Monsieur Arnault, on va l'oublier. Bien sûr. Alors justement, là, vous parlez de taxation. Donc on va parler il y a deux mesures qui ont été mises en place. Tout d'abord, la taxation sur les hauts revenus. C'est vrai que c'est dans l'air du temps déjà. On parle beaucoup de taxation. On l'a vu pendant le G20, une taxation mondiale qui avait été évoquée sur les milliardaires. On l'a vu au sein de la Commission européenne. Il y avait une députée, Aurore Lalucq, qui avait déposé une initiative citoyenne avec le chef du Parti socialiste, voilà, exactement, mais qui a malheureusement échoué. Donc, est-ce qu'on doit... Alors, il y a cette taxation... Alors, elle est temporaire, elle est en tout cas pour le budget à venir, mais est-ce qu'on doit aller plus loin, parce qu'elle reste quand même assez minoritaire, est-ce qu'on doit aller plus loin dans revenir à un impôt sur la fortune, peut-être ? Oui, il y a... Bien sûr, l'ISF, c'est l'ISF climatique notamment. Voilà, on a parlé d'ISF climatique. Mais oui. C'est en fait récupérer de l'argent pour investir, pour éviter les catastrophes naturelles qu'on peut subir les uns et les autres. Moi, à proximité du Pas-de-Calais, ou même j'ai des inondations même dans ma propre commune. Il y a des choses qu'il faut... on a besoin de budget pour ça. C'est des investissements, c'est de la recherche, il y a plein de choses. Et donc là-dessus, effectivement, il y a... moi, je me suis toujours interrogé, et je prends cet exemple. Vous avez en fait deux catégories de personnes, et je prends vraiment les deux extrêmes, donc les très riches et on va dire celles et ceux qui sont à peine au SMIC.
Grosso modo, celui qui est au SMIC, lui, c'est plutôt la difficulté à remplir avec son carburant pour alimenter sa voiture et pouvoir aller travailler. Et puis, vous avez celui qui est vraiment très très riche, qui a 30 voitures dans son garage et qui ne sait même pas laquelle utiliser. Bah non, il est un chauffeur, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Non, mais voilà, Il y a des disparités qui il y a des se sont en disparités plus accrues ces dernières et années. les inégalités sociales se creusent. Et sincèrement, après, moi je suis pas là pour faire la surenchère là-dessus. Juste qu'au bout d'un moment, tout le monde doit faire des efforts à sa juste valeur. Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire on va les prélever, et puis alors oui, ça n'est pas punitif, c'est une participation, il faut le voir. La manœuvre utilisée, justement, l'élément de langage de Bernard Arnault, vous allez taxer le Made in France, c'est hyper malsain. C'est vraiment, alors c'est bien, pour le coup, c'est très bon en communication, parce que les gens ont compris ça. Mais en fait, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est. Et oui. Et puis alors la menace de dire on va partir à l'étranger. Bah alors du coup, c'est. Enfin, moi je pensais que justement il y en a celles et ceux qui sont assez proches soit du Rassemblement National ou de Éric Zemmour ou même des Républicains, qui quand même qui ont des excellents discours sur le patriotisme. Alors là, le patriotisme. Quand on parle sur l'aspect financier, il n'y a plus personne, quoi, c'est ça. Oui, c'est une sorte jusqu'où de on va fuite, aller d'exil fiscal. Ah oui, mais en réalité, d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu plus de riches qui sont venus investir en France avec le ruissellement de Macron? Non, finalement, ça a eu. Non, ça a eu. Quand on regarde les études des économistes, on n'a pas réellement de chiffres, mais attention parce que au bout de 7 ans, on pourrait en avoir. Moi, je pense que l'ISF. Voilà, vous êtes assez peu favorable à son. Je suis contre l'ISF, je suis contre l'IFI. Ou alors, si il doit y avoir un impôt de contribution sur les plus fortunés, ça peut pas se faire en dehors d'un espace de type OCDE et d'une réflexion globale. Parce que le faire, en fait, de manière isolée pour... là, on va se rejoindre. Hein. S'il faut le faire au niveau mondial ou même au niveau européen ou autre... actuellement, vous n'aurez pas... au niveau du G20, justement. Vous n'aurez pas de consensus. Vous n'aurez pas de consensus au niveau mondial. Moi, pour l'instant, je pense que ça me gêne, en fait, parce que là, aujourd'hui, ce qui me gêne le plus, c'est que on a supprimé l'ISF pour créer l'IFI. Ce qui fait que les gens, en fait, qui investissent dans l'immobilier se retrouvent à payer 4 impôts aujourd'hui. Un impôt foncier, la CSG, CRDS, l'impôt sur le revenu et l'IFI. Donc, quelqu'un qui est un peu malin, qui à un moment donné dit, tiens, je vais investir dans l'immobilier et qui réussit plutôt bien et qui y passe du temps, parce que l'immobilier, c'est pas que de la rente, c'est aussi des entrepreneurs dans le bâtiment, la rénovation et tout, il se retrouve à payer énormément, à avoir une imposition très élevée. Donc ça touche plus le petit ou le moyen, en fait, l'IFI, que l'ISF. Donc pour moi, j'étais pour la suppression de l'ISF. C'est pas le petit ou le moyen, c'est le... Non mais l'ISF c'était plus de 40 000 euros par mois, mais... c'est quand même pas mal quand même. Hein. C'est pas n'importe qui. Oui, l'ISF c'était 1,3 million c'est pas 40 000 euros par mois en fait. En fait, généralement, pourquoi je dis ça? Parce que généralement, ces personnes-là, ils gagnent 40 000 euros par mois. C'est un peu ce qu'ils ont en revenu, mais après, derrière, tout ça, il y a tout un patrimoine que je ne mesure pas. Mais je dis pas que c'est le cas particulier. Non, parfois vous vous retrouvez avec des gens qui ont pu faire c'est encore plus, hein. ont pu faire des investissements, ont pu gagner un peu. En fait, l'ISF, on peut se retrouver. Je dirais pas vite, mais on peut se retrouver dans une situation où on va payer de l'ISF. Dès lors qu'on inclut le patrimoine immobilier. Attention, parce qu'on a du patrimoine immobilier et avant ça touchait le patrimoine mobilier. 40 000 euros de rentrée d'argent sur leur patrimoine immobilier, généralement. Maintenant, néanmoins, si donc, je peux... Ce qui fait, mais quand vous avez un patrimoine immobilier, vous êtes très très fiscalisé. Si vous allez dans un pays comme la Belgique, par exemple, où sur l'immobilier, la taxation du travail, elle est élevée, mais la taxation sur l'immobilier, elle est pas très élevée. Donc, ce qui fait qu'une personne qui économise et qui décide, en fait, de classe moyenne, je parle ni de classe très modeste, ni de classe supérieure, mais une personne de classe moyenne peut, en fait, se constituer un patrimoine immobilier sans être matraqué d'impôts. Donc, moi, je suis contre l'ISF parce que l'ISF à une époque ça a quand même fait fuir en fait
des Français et je suis contre l'IFI. Voilà, je reste en fait dans ma pensée libérale et c'est vrai que bon, si pendant 2 ans les très riches doivent contribuer, ok, faisons-le si ça permet effectivement, mais faisons attention parce qu'on est encore dans un système de concurrence européenne et de concurrence mondiale. Les capitaux, ça bouge en fait aujourd'hui. Donc soyons vigilants par rapport à ça. Parce que sinon, en fait, on aura de moins en moins d'entrepreneurs en France. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vais dans un salon industriel en Allemagne ou en Suisse et que je vois des gens qui me disent « Tiens, moi je suis un senior, j'ai 55 ans et ça c'est mon patron, il est là et mon patron, il donne du boulot à 800 personnes dans mon territoire. » Mais ça, j'aime bien entendre. Après, je ne sais pas ce qu'ils gagnent. Ils me disent pas, il a l'ISF, il a l'IFI. Non, c'est mon patron, il me donne du travail. J'ai 55 ans, je travaille encore. Bien sûr, on entend ce que vous dites. Alors, par contre, néanmoins, ce qu'il faut dire par rapport aux personnes qui sont favorables au retour de l'ISF, quand on se base sur les dernières études économiques, on voit que les personnes, donc là on parle des très riches, bien évidemment, payent proportionnellement de moins en moins d'impôts par rapport aux autres personnes, puisque une note de la Direction générale des finances publiques, donc qui dépend du ministère de l'économie, montre que le taux d'imposition moyen du top 0,1%, donc on est vraiment dans les personnes les plus riches, a baissé entre 2003 et 2022, passant de 29,3% à 25,7%, donc ça fait 3,6 points de moins, alors que dans le même temps, l'impôt de manière générale a augmenté de 0,2 points. Donc on voit que finalement, ces personnes sont peut-être plus favorisées, donc il y a moins d'équité. Et d'ailleurs, il y a eu aussi en France le rapport Marcus-Pisani qui a été remis en Matignon, d'ailleurs à Matignon en 2023, qui appelle également à taxer les plus riches pour financer une partie de l'investissement qui est nécessaire contre le réchauffement climatique. On parlait d'ISF climatique tout à l'heure. Et il faut savoir aussi, donc on parlait de l'Europe, vous en parliez Pierre Morin tout à l'heure. Donc c'est vrai que au niveau européen, tous les pays sont quasiment revenus contre l'ISF. Sauf, on parlait de l'Espagne tout à l'heure, et le gouvernement de Pedro Sánchez a fait voter fin 2022 un impôt temporaire également de solidarité sur les grandes fortunes. Donc il vous rejoint peut-être aussi justement sur ce côté temporaire d'une mesure de solidarité nationale. Oui, mais là, la mesure temporaire, on l'a effectivement dans le budget Barnier. La croissance à 3,2% au passage, quand même. Et on a en fait... c'est pas parce qu'on met l'ISF que c'est... On a l'IFI voilà, en fait, et après l'ISF qui a été mis en Espagne, je sais pas à quel niveau il est exactement, s'il touche en fait tout le patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier, le patrimoine professionnel. Donc j'ai pas en fait en détail, mais dans tous les autres pays d'Europe, en fait, il y a plus d'ISF, en fait. Voilà. Oui, à l'heure actuelle. Même dans les pays scandinaves, et les pays scandinaves, c'est quand même des pays, en fait, où il y a beaucoup de protection sociale, où il y a des prélèvements élevés, il y a une imposition qui est assez forte. Il n'y a pas d'ISF dans les pays scandinaves. Donc, moi, l'idée de l'ISF me gêne, parce que c'est pas parce qu'on va prendre... Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde, en fait, c'est de faire profiter de l'ascenseur social à tout le monde, et y compris effectivement aux plus modestes, de leur apporter un futur. Et c'est pas parce qu'on mettra l'ISF qu'on apportera un futur aux plus modestes, en fait. Le problème, c'est qu'à la fin, si on regarde les recettes et les dépenses, il faut bien des recettes pour financer des services publics qui viennent protéger la classe moyenne ou les plus fragiles. Et donc ça a un coût, hein. C'est un coût, et c'est ça il faut savoir trouver l'argent là où il y en a. Voilà, quels sont les... C'est d'ailleurs le débat sain, historique entre la droite et la gauche. Emmanuel Macron nous a inventé un truc en 2017 qui ne ressemble plus à rien du tout. Le truc ni droite ni gauche. Ouais, je débauche des gens de droite et de gauche, et j'essaye de monter un truc. Aujourd'hui, ça ne ressemble à rien. La preuve étant, à la fin, il habite clairement, puisqu'il appelle son socle commun ou je ne sais trop quoi aujourd'hui, je ne sais plus quel terme ils emploient. Le socle commun, c'est avec les LR, les Républicains, donc et d'ailleurs une partie des centristes, parce que c'est pas si clair que ça d'ailleurs chez les centristes. Mais
Voilà, enfin, tout ça pour dire, c'est que à la fin, c'est un débat sain, c'est quelque chose qui existe depuis des années et qu'il faut remettre au goût du jour. Et puis, il y a des fois chez Emmanuel Macron, des gens comme Gabriel Attal ou autres qui ont du mal à dire qu'ils sont plus de gauche, quoi. Ils disent que Elisabeth Borne, on nous la vend à la télé comme quelqu'un de gauche. Mais attendez, enfin, Non, mais on sait plus trop. Ouais. On est bien d'accord que là-dessus. Perte de repères. Enfin, les gens ils comprennent plus rien. Enfin, il y a une vraie perte de repères qui est importante, qu'on observe probablement plus en France en fait que dans d'autres pays d'Europe, puisque il y a, c'est vrai, la poussée des populismes dans tous les pays d'Europe, la poussée d'une droite nationale, d'une extrême droite dans beaucoup de pays d'Europe, mais sinon on reste davantage sur un clivage droite-gauche dans les autres pays d'Europe que dans cette espèce de centre, de bloc central, ou d'extrême centre en fait, incarné par Emmanuel Macron. La fin, c'est extrême. Alors on va parler dans un instant de diminution des dépenses publiques parce que c'est l'autre aspect important. Juste un point sur lequel aussi je voulais votre avis parce qu'il y a un consensus chez les économistes pour dire que les héritages sont sous-imposés. Donc voilà, je voulais brièvement votre avis sur ce point. On parlait à l'instant de l'ascenseur social. Il y a l'école de la République qui essaye, bon an mal an, par effectivement tout un travail pédagogique qui est mené, des aides parfois avec des fonds sociaux, etc., pour venir compenser. Ça reste parfois insuffisant dans certains territoires, pour certaines personnes, et ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais du coup, on n'est pas forcément avec les mêmes conditions au départ. Et donc, c'est la question de l'héritage. C'est vrai que c'est un sujet quasiment tabou. En tout cas, on nous tourne comme un sujet tabou, alors qu'en réalité, si on veut parler justice sociale et justice fiscale, parce que derrière cette justice sociale, il y a la justice fiscale. La question de l'héritage doit se poser pour moi. Et si demain vous étiez au gouvernement, vous voudriez que cette législation soit imposable? Il y a des pistes de travail qui ont déjà été évoquées. Monsieur Piketty en a évoqué. D'autres économistes en ont évoqué aussi. Je pense qu'il faudra y passer au bout d'un moment. Moi, je suis plutôt favorable. Non pas... de donner une dotation pour donner une dotation, mais qu'il y ait une dotation universelle pour chaque jeune, qu'on ne soit pas noué de difficultés parce qu'on vient d'une famille modeste et qu'on ait accès facilement pour pouvoir passer son permis. Donc une dotation universelle, je sais pas, alors, chez les socialistes on portait ça à minima à 5 000 € pour chaque majeur. Parce que on estime qui arrive dans la vie professionnelle. Voilà, et donc il pourrait l'utiliser soit pour passer le permis, soit pour la formation, soit pour un pass mobilité, pour faciliter certaines mobilités, soit pour une garantie pour un logement. Enfin, ça peut, parce que des fois il y en a qui ont aussi des difficultés parce qu'ils n'ont pas de garant adéquat. Enfin, je veux dire, se loger à Paris ou dans des zones tendues, c'est un sujet. C'est d'ailleurs, il y a une concurrence pour le coup pas très loyale quand on voit justement, parce que chacun en fonction de ses garants, en fonction de son héritage familial, effectivement. Alors après, est-ce que l'héritage n'est pas assez taxé aujourd'hui? La réponse, c'est peut-être qu'ils se focalisaient sur... parce que tout de suite, on va nous attaquer en disant vous allez vous attaquer aux petits héritages de 100 ou 200 000 € suite à un décès. Alors, vous avez la double sentence, c'est-à-dire que vous avez le décès d'un de vos proches, et puis derrière, vous... Alors, non, c'est pas encore, il faut parler de seuil, bien évidemment. Oui, voilà, de seuil de manière graduée, avec bien évidemment celles et ceux qui, là encore... Dans la question de l'héritage, pour moi, il y a revaloriser l'effort. Il faut permettre à celles et ceux d'avoir le coup de pouce qui va bien, mais aussi, il faut mettre de l'effort. L'effort de travail, de toute sa vie d'engagement et autres, divers et variés.
Et là, on peut pas partir sur une ligne de départ où il y a une personne qui a déjà 1 kilomètre d'avance. Oui. Là, il faut autre. l'équité sur la ligne de départ. Effectivement, alors Pierre Morin, je vous entends sur cette question et puis après, je vous redonnerai encore la parole parce que je veux qu'on parle d'équilibre des comptes publics. Sur l'héritage, je suis partagé sur cette question parce que là encore, sur l'héritage, on a la fiscalité, une des fiscalités les plus élevées d'Europe. Donc est-ce qu'on doit encore augmenter cette fiscalité? Sur la dotation dont mon collègue parle, en fait, je dirais que pour moi, ça ne doit pas forcément être une dotation automatique, mais si un enfant, enfin un jeune a besoin de trouver un logement et qui ses parents ne lui permettent pas en fait de couvrir une caution, en fait, ça peut être un élément déclencheur. Donc il peut y avoir des sujets sur le permis de conduire. Je sais qu'il y a déjà des dispositifs qui exists pour le permis de conduire dans certaines régions. Ouais, donc ça, c'est plutôt au niveau local, oui. Ça a été, ça commence à être mis en place. C'est vrai que ça peut être un vrai sujet le permis de conduire parce que c'est un budget probablement de 2000 ou 2500 euros et donc aujourd'hui pour un jeune mais tous ces sujets-là, si vous voulez, si on veut sortir le pays de cette forme, il y a quand même un peu une forme de paupérisation dans ce pays, de tassement des salaires, si on veut sortir le pays de cette forme de léthargie, ça passe en fait par le renouveau économique et un renouveau industriel. Et c'est avec une industrie plus forte et c'est avec des salaires plus élevés, puisque dans l'industrie, on va payer des salaires plus élevés de toute façon que dans les services, qu'on arrivera à s'en sortir. Parce que c'est avec les entrepreneurs, c'est avec les industriels, c'est en créant ces richesses-là, avant de distribuer. Pour moi, c'est important de créer ces richesses parce que sinon, on va se retrouver dans des situations, dans 20 ans, on se retrouvera dans une situation comme en Argentine, en fait. Et on aura des dépenses publiques qui seront toujours plus élevées et moins de richesse économique. Et la richesse économique finance le progrès social. Oui, effectivement. Alors, vous parliez effectivement de dépenses publiques. Moi, je voudrais... alors, je sais que vous êtes partisan d'une réduction de la dépense publique. Déjà, est-ce qu'il faut, si on en parle assez souvent, réduire le train de vie de l'État, le train de vie des ministères, peut-être un moindre recours au cabinet de conseil, par exemple. Quel est votre sentiment sur ce point? Alors, le budget de fonctionnement des ministères a été réduit cette année encore, mais quel est votre sentiment? Alors, sur les cabinets de conseil, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de cabinets de conseil. Il y a des hauts fonctionnaires. Il y a aussi des think tanks qui travaillent et qui peuvent faire un travail efficace. Donc aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à limiter le recours au cabinet de conseil s'il les faut, parce qu'ils ont une expertise tout à fait spécifique liée à des transformations dans la transition climatique, dans la technologie. Oui, utilisons les cabinets de conseil lorsque c'est vraiment efficace. Si c'est pour faire du PowerPoint et pour faire le travail que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires feraient très bien, je ne pense pas que ce soit vraiment efficace. Donc limiter le recours, optimiser, tout à fait. Après, sur le budget de l'État, quand on regarde en fait, et d'ailleurs Monsieur Lombard l'a dit en fait récemment, tout l'effort, en fait, le problème, c'est qu'on a un système de retraite qui nous coûte très cher dans nos finances publiques. On a des dépenses sociales très élevées. Je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment encore continuer à optimiser le budget de l'État, des ministères, très fortement. Là, ce qu'on peut faire probablement, c'est travailler sur les agences, parce que les agences, il y en a, je sais plus, 1000 agences de l'État, c'est 80 milliards.
Voilà, là, ces agences-là, moi, je me dis qu'il y a quand même certainement du gras et que une équipe, sans aller jusqu'à mettre en place un Elon Musk, qu'on mette en place une équipe chargée, en fait, de travailler quand même sur l'efficacité de ces agences d'État. Oui, vous parliez dans votre tribune d'intensifier la transformation numérique des services publics. Je parle, en fait, travailler déjà sur ces agences-là. Après, il y a certainement des efforts à faire avec la transition numérique, avec l'impact de l'intelligence artificielle. Il y a certainement des efforts à faire pour limiter les dépenses, optimiser les dépenses de certains ministères et pouvoir augmenter certains budgets nécessaires, que ça peut être pour la défense, la justice, les ministères vraiment régaliens. Sur l'éducation, on dépense à peu près, on dépense même un peu plus que les autres pays européens en fait. Donc sur l'éducation, on n'est pas, je veux dire, les dépenses, elles restent élevées en fait dans l'éducation. Après, il y a peut-être un travail à faire sur la décentralisation, mais ça prendra plus de temps. Quels sont les transferts de compétences que je peux transférer aux collectivités locales? En 2018, avec Hervé Morin, on était allé voir certains députés macronistes qui portaient des projets de loi sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage. On avait dit il faudrait transférer davantage ces compétences aux régions, en fait. Pourquoi pas les ARS sous la compétence des régions? Nous, on est pour, en fait, une décentralisation plus importante qui permettent derrière de pouvoir en fait certainement éliminer des doublons. Il y a le cas en fait récemment, j'étais avec David Lisnard qui me disait qu'à Cannes, il avait même réduit les effectifs de la mairie de Cannes, et pas forcément, et vous savez comment en fait, c'est-à-dire que globalement, s'il ne remplace pas une personne qui part à la retraite, eh bien, une partie de l'argent, c'est pour faire des économies, une autre partie, c'est pour augmenter les salaires en fait. Donc il y a peut-être des leviers aussi où il faut récompenser. Si c'est juste pour faire de la coupe pour la coupe, effectivement, les gens ils vont dire, ils vont pas être... Et donc travaillons avec des contreparties, avec des compensations, et c'est comme ça qu'on pourra en fait sortir le pays de la situation difficile dans laquelle il est. Tout à fait. Vous, Rémi Cardon, alors déjà, est-ce que l'État doit être plus exemplaire et est-ce que on peut lutter finalement contre le gaspillage d'argent public? Oui, bien sûr. Alors, on en a fait. Il y a des commissions d'enquête sur différents sujets, sur les cabinets de conseil, sur les aides publiques aux entreprises, sur plein de choses. Il y a même sur la commande publique aussi. Enfin bref, il y a énormément de commissions d'enquête diverses et variées pour aller contrôler ce genre de choses. Maintenant, je pense aussi, si on a aussi... moi, je pense que ce n'est pas forcément la faute des fonctionnaires, en réalité. C'est qu'en fait, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision stratégique. Donc, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas où ils vont, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais peut-être qu'il y a aussi l'énergie, il faut savoir l'injecter par un discours politique, une vision. Oui. Et en fait, ce qu'on remarque... Exactement, d'ailleurs, je me permets de vous interrompre parce que c'est le Conseil d'analyse économique qui recommande justement de ne plus faire de Bercy le seul maître du jeu et qu'il fallait une gouvernance rigoureuse associant l'ensemble des acteurs concernés, donc l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Bah, bien sûr. Et la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, évidemment. Et là, aujourd'hui, il y a tellement peu de vision qu'en fait, effectivement, on a fait un budget, enfin, ils ont fait un budget. Alors, nous, on a essayé de limiter la casse sur certains trucs, mais pour faire 34 milliards d'économies. Pour faire 34 milliards d'économies. Ouais. Pour essayer de répondre à des critères, essayer de réduire le déficit, ok, très bien. Mais à quel prix? C'est à des prix de raboter tel ou tel ministère, telle mission. On appelle ça des missions au Parlement, que c'est ce qu'on regarde de près. Et c'est la non prise en compte de l'inflation aussi. Parce qu'en fait, on rabote. Donc il y a la version on rabote seulement 2,1 milliards d'euros, monsieur le sénateur. Et après, quand vous regardez l'inflation, maintenant, ça fait 2,6 et ainsi de suite. Et ça, les coups de rabot sur chaque ministère, on les voit. Donc là, c'est pareil. Moi, ce qu'on demande, c'est d'avoir un débat budgétaire, en fait, avec une
une envie à celles et ceux ou de savoir où on peut se projeter, de savoir comment on veut embarquer les Français. Et ça, en fait, malheureusement, il y a une date fatidique, c'est 2027. Il faut attendre un peu 2027, j'ai l'impression, parce qu'en fait, pour l'instant, à part, enfin, ce qui donne l'impression, c'est on sauve les meubles pour essayer de réduire un peu l'addition, parce qu'on s'est foiré pendant 7 ans. Et donc, on va essayer gentiment d'attendre. Et puis surtout, le socle commun qui est représenté par Monsieur Attal, Monsieur Darmanin, Monsieur Wauquiez et ainsi de suite, ils sont tous candidats à l'élection présidentielle, donc ils vont tous se tirer dessus, et puis c'est les Français qui vont trimer. Qui vont au final être perdants. Alors, je voudrais, malheureusement, nous avançons vite. Alors, il y a juste 2 points que je voulais voir avec vous avant de conclure l'émission. Pierre Morin parlait tout à l'heure d'une allocation unique, par rapport aux aides sociales. Je veux savoir, est-ce qu'il faut sanctuariser certaines aides ou certaines dépenses publiques, certaines aides sociales ? Sanctuariser, c'est-à-dire C'est-à-dire ne pas y toucher, ne pas venir raboter certaines aides. Je peux vous donner des exemples. Il y a les appels 300 millions d'euros en moins. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il y a, je veux dire, là aussi, quel est l'intérêt ? Enfin, c'est quoi l'intérêt derrière ? C'est juste faire 300 millions d'euros d'économies ? Juste pour des économies, oui, mais quel est l'impact ? Mais du coup, est-ce qu'il y a une politique sur le logement en face ? Est-ce qu'il y a des investissements derrière ? Voilà. Enfin, en fait, c'est toujours pareil. En fait, si c'est juste pour raboter, pour essayer de se faire plaisir en disant bon, allez, on ça fait une ligne en moins sur le budget. Mais ça, on revient au même point. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'envie de même sur les explications. En fait, c'est à la fin, on rabote pour faire des économies. On pourrait dire c'est des économies pour justement peut-être réinjecter ailleurs d'autres choses plus tard. Oui. Ils sont même pas capables de le dire. C'est ça le problème. Oui, c'est juste des lignes budgétaires en moins. Voilà, donc effectivement, on sort la calculette, on fait l'expert comptable de service et puis voilà quoi. Enfin, oui, il n'y a pas un projet, une projection ne serait-ce qu'à moyen terme. J'ai du mal à comprendre en tout cas. Oui, et puis en plus, cerise sur le gâteau, sur les collectivités. Voilà, parce que je veux qu'on on finisse par parler des collectivités. Les collectivités, c'est quand même celles qui investissent à plus de 70% en France. Donc dans les investissements publics et en plus qui ont été dans le viseur de Bruno Le Maire pendant quelques des années. temps. Mais Bruno Le Maire, il aime pas le Sénat, il aime pas les collectivités. Enfin, c'est pour ça qu'il est parti en Suisse d'ailleurs. Non, mais enfin, franchement. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les collectivités, pour moi, c'est une arme dans le bon sens essentielle pour l'État. Si tu t'arrives à jongler justement des accords tripartis, collectivités, État et puis même des fonds européens, à la fin, tu arrives à avoir des stratégies locales qui marchent bien sur l'industrie, sur plein de sujets. Et en fait, c'est plutôt qu'aller pointer du doigt les collectivités qui, pour le coup, ne sont pas les responsables, vous l'avez précisé tout à l'heure, ne sont pas du tout les responsables de la situation. Totalement. Parce que nous, on doit, pour le coup, je sais de quoi je parle, on doit tenir à l'équilibre dans les collectivités. Sinon, tout de suite, c'est la mise sous tutelle. Donc, oui, ou alors on est obligé d'augmenter certains impôts. Voilà. Et souvent, on voit d'ailleurs qu'il y a des collectivités qui sont plus vertueuses que d'autres. Ce soit une bonne chose. Mais tout ça pour dire, c'est que franchement, on devrait utiliser les forces vives de ce pays. Je mets les collectivités aussi en avant parce que c'est les forces vives qui viennent structurer et qui viennent parler à tous les territoires. C'est ça l'avantage, parce que là, on parle effectivement des agences, tout ça est très... bureaucratisé, centralisé sur des grosses métropoles et ainsi de suite. Les agences, moi dans la Somme, ils en voient pas trop la couleur. Dans mes 771 communes, si vous voulez, territoire très rural, avec un patrimoine agricole fort, mais d'un autre côté, ils voient pas forcément tous ces services publics directement. Et les premiers services publics, c'est les collectivités, avec aussi bien sûr les gendarmes, et puis les plus proches du citoyen finalement. Donc c'est là où il faut peut-être remettre un peu de sens dans ce qu'on fait, favoriser et aider et engager aussi, parce que ça marche dans certains trucs. Il y a des choses qui marchent. Moi j'ai été rapporteur sur territoire d'industrie par exemple, le label. Bon, il marche plus ou moins bien. Vous savez ce qui manque dans le territoire d'industrie ? C'est même pas l'énergie qu'on a mis par les collectivités qui se lancent dans des aventures assez sympas. C'est une stratégie nationale qu'il faut connecter avec la territorialisation de la politique industrielle. Oui, il manque pas grand-chose. Il manque une stratégie nationale
en lien avec les territoires. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut oui, pour donc la France. il faut soutenir les collectivités locales, effectivement. Donc Pierre Morin, je vais vous laisser réagir sur cet aspect des collectivités locales. Les collectivités locales, c'est vrai que les élus aujourd'hui, un maire en fait, c'est un élu qui est maire parfois 24 heures sur 24. Donc c'est quelqu'un qui est énormément engagé, qui subit pas mal de pression de part et d'autre. Je vois les départements aussi. Les départements font face à des dépenses très importantes dans le social. En fait, il y a des départements qui sont dans des situations financières difficiles. Je vois l'action des régions. Moi, je suis très admiratif de l'action des régions, que ce soit la Normandie, l'Île-de-France, Auvergne, ou un peu plus la Normandie que d'autres. D'ailleurs, c'est la Normandie qui a le PIB en fait le plus élevé. C'est-à-dire que l'industrie en fait est très élevée en fait en Normandie. Oui. Je crois que c'est plus de 20% en fait. Donc, il y a un travail qui est formidable, mais il y a un travail qui est fait aussi, que ce soit par à l'époque Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse en fait, qui font un travail remarquable, que ce soit en matière d'industrie, d'innovation, de formation, il y a tout ce travail qui a été fait pour faire de Saclay un pôle mondial. Donc toutes ces collectivités locales font un travail remarquable, et que ce soit effectivement des collectivités de droite comme de gauche. Et aujourd'hui, c'est vrai que elles sont pas toujours mises en valeur et récompensées. Oui, et pas assez soutenues. Pas assez soutenues, pas assez mises en valeur, et pas assez. Il n'y a pas cette déclinaison. Macron, hein. Ouais. Oh, je suis désolé. On est Macron, dans une centralisation trop forte. Voilà, il pense que c'est lui et rien que lui. La centralisation extrême. Exactement. Centralisation trop poussée, trop poussée. Sinon, aux dernières municipales, En Marche, ou ce parti du président en question, ils auraient peut-être mis un peu plus d'énergie dans les municipales. On a l'impression que c'est pas un truc qui les intéresse, hein, sincèrement. Oui, alors malheureusement l'émission touche à son terme. On restera avec vous encore un long moment, parce que vous avez beaucoup d'informations très importantes à nous donner. Moi, j'aimerais juste, on a commencé par une question où finalement on voulait rassurer les personnes qui nous regardaient. Je voudrais juste un petit mot de conclusion pour chacun de vous, à destination des personnes qui nous regardent ce soir. Peut-être Pierre Morin pour commencer. Aujourd'hui, on a quand même un point positif, c'est un peu plus de stabilité politique qu'il y a quelques semaines. On a un budget qui est loin d'être parfait, mais on n'est pas encore dans une situation catastrophique. On a encore probablement 5 à 7 ans, un horizon 5 à 7 ans pour rétablir les finances publiques. Oui. On a un tissu d'entrepreneurs et d'industriels en France où il y a quand même beaucoup de gens qui ont du talent. On a pu le voir là sur le salon sur l'intelligence artificielle, que la France est plutôt dans les pays leaders en Europe, en fait probablement le leader en Europe, parce qu'on a surpassé en fait nos différents voisins. Donc on a encore des atouts dans ce pays. Il faut travailler sur ces atouts. Au-delà, bien évidemment, on a le tourisme, on a la culture et tous ces atouts-là. Mais c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui ce qui fait la souveraineté d'un pays. C'est souvent sa souveraineté, elle passe par l'économie, et il faut travailler sur ces sujets-là. Donc moi, je reste globalement optimiste, en ayant un cap quand même qui est qu'en 2027, il faudra quand même qu'on ait une stratégie un peu plus claire en fait pour remettre le pays vraiment en marche. Oui, donc rendez-vous sans jeu de mots, rendez-vous en 2027 effectivement pour faire avancer les choses une nouvelle fois. Et vous, Rémi Cardon, donc à destination des spectateurs. Moi, en 3 mots, le premier, c'est qu'il faudra faire preuve de solidarité toutes et tous. Oui. Vous connaissez les difficultés de la France. Vous connaissez aussi les atouts, et donc il faudra se mobiliser, s'engager pour mouiller la chemise, comme on dit, mouiller le même maillot, le maillot de notre pays, et surtout apporter de la solidarité à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Mayotte, c'est très important. Il y a d'autres enjeux, bien évidemment, et puis il faudra faire preuve de responsabilité.
et ça c'est aussi les responsables politiques qui vous parlent, faire preuve de responsabilité, c'est aussi savoir faire des choix responsables, accepter ses choix, surtout quand ils sont faits de manière démocratique. Bon, là pour l'instant c'est pas le cas, mais ça va venir. J'espère qu'il y aura des 2027 aussi peut-être. J'espère qu'il y aura des référendums aussi sur certains sujets. Il y a beaucoup de sujets qui nous attendent. Et puis le dernier mot, c'est la combativité. Il y a, d'un point de vue économique, il faut de la combativité. Et ça va en lien avec la solidarité, c'est-à-dire acheter français. La souveraineté, c'est aussi la solidarité. C'est la solidarité d'un peuple, en tout cas de ces individus qui se mobilisent d'un point de vue économique. Et aussi parce qu'il y a 140 PSE qui malheureusement font de l'ombre sur notre économie. Ces PSE, donc les plans sociaux économiques, sur lesquels il faudra être très vigilant pour protéger le tissu industriel. Il faudra se mobiliser. D'ailleurs, moi je parle vraiment d'unité là-dessus sur ce tissu industriel. Il faut se mobiliser de droite, de gauche, peu importe. Oui, il va falloir se mobiliser. Et je sais qu'on arrive à tenir pour obtenir des reprises d'entreprises si au local on se mobilise, c'est-à-dire avec les salariés, si les élus locaux se mobilisent, si l'État se mobilise, si l'État devient aussi un État puissant pour réguler et apporter du dialogue social, ça peut marcher. J'ai déjà eu des cas positifs dans mon département, mais il nous reste beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas, on finit sur cette note positive. Et puis la solidarité nationale, effectivement, comme vous le disiez très justement, c'est vraiment fondamental. En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre vraiment pour votre venue sur le plateau, pour votre éclairage vraiment pertinent et vos idées que vous avez pu exposer. Merci à vous deux. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors, je vous remercie, vous aussi, qui nous avez suivis pendant cette émission, effectivement, pour ces questions d'économie capitale. Merci, j'en profite pour remercier à la réalisation, c'est Éric Muresan qui nous a accompagnés avec brio pendant toute cette soirée. Je fais un petit salut à notre photographe de plateau qui malheureusement n'est pas là, c'est Philippe Langonnet, et que l'on embrasse. Et c'est donc Rabah Baloul qui s'est substitué à lui ce soir, notre directeur, et oui, il est là, et je le cite, je le remercie. Et c'est notre photographe de plateau ce soir, donc merci à Rabah Baloul et merci à Éric Durand à la communication d'Armada. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Place des Enjeux.